Alors, tout de suite commencer avec une petite présentation qui va un petit peu introduire les choses. Hop, partager l'écran. Donc, chez JobWatch Live, on a vraiment voulu faire ça. Donc, on a fait, en fait, on a pris la thématique du growth hacking. Donc, le growth hacking, c'est cette nouvelle technologie, en fait, pour activer des leviers de croissance dans les startups et pour faire décoller le business et de mettre en avant les clés pour entreprendre, parce qu'il faut savoir que Vincent dans toutes les entreprises où il a travaillé, que ce soit chez HIT, que ce soit chez Concorde, Technomarine, a toujours mis en place des hacks qui ont vraiment permis aux marques de se démarquer et de faire une différenciation tant d'un point de vue marketing que communication ou produit. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Donc, en termes de règles, un petit peu de bienséance, dans notre live, ce qui est très important, c'est évidemment d'avoir les micros coupés. Ça évite les bruits parasites et les bruits de vaisselle et autres. Un deuxième point qui est bien, c'est que vous ayez la caméra allumée. C'est toujours plus agréable d'avoir un joli sourire plutôt qu'un écran noir où on ne vous voit pas. Tous vos commentaires bienveillants sont bienvenus. Donc, il y aura une barre de chat à côté, à droite, où vous pourrez écrire ce que vous souhaitez et écrire vos pensées et surtout écrire vos questions pour Vincent, puisqu'il est là pour ça. Et ce qui est bien, c'est aussi d'indiquer votre nom et votre prénom. Parce que le but aussi encore de cette JobWatch Live, c'est vraiment de créer du lien entre vous. La dernière fois, je sais qu'avec Biver, il y avait pas mal de personnes qui se sont retrouvées et c'est là tout l'intérêt. C'est vraiment vous pouvez même communiquer entre vous, donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, on va faire un talk avec donc moi et Vincent. Vincent, que moi je considère comme un entrepreneur de talent. Moi, je suis arrivé en 2005 dans l'horlogerie. Donc déjà en 2005, c'était un troublion. Il a commencé d'abord chez Audemars, puis chez Swatch Group. Et puis moi, de Concorde, où là, il a vraiment fait exploser les codes graphiques, marketing, avec vraiment beaucoup de succès dans le design. Et puis, je l'ai suivi après chez Technomarine. Et puis, pour finir, c'est chez HIT. Donc, moi, c'est vrai que le profil de Vincent m'a terriblement plu par cette richesse, cette générosité dans la créativité. Mais ça, on verra ça un peu plus loin. Moi, je voulais vous rappeler que jobwatch.ch, c'était le job de l'emploi horloger. Donc, on est vraiment les spécialistes de la microtechnique et de l'horlogerie. Il faut savoir qu'on a 45 000 candidats inscrits et inscrites. On a des personnes dédiées en interne pour justement checker les CV, pour savoir s'ils sont vrais. Donc, c'est vraiment une base de données solide. En plus de ça, on offre des formations. On a un partenariat, par exemple, avec la FHH qui travaille et qui propose des formations très intéressantes sur le bon fonctionnement d'une horloge, etc. Et puis, ce qu'on a voulu faire suite au Covid, c'était créer un média qui soit plus interactif avec ce type de call. Donc, on souhaite de plus en plus interactif. Alors, au début, c'était plus officiel. Là, ça devient de plus en plus interview et je pense qu'on va aller vers plus d'ateliers, plus de quelque chose d'interactif pour qu'on puisse tous communiquer. Je vous rappelle que pour être au courant, je vous invite vraiment à vous connecter à tous nos réseaux sociaux. Donc, on a LinkedIn, on a toutes les offres d'emploi qu'on met en avant, les meilleures. Facebook, qu'on utilise, mais je vous avoue qu'on veut surtout aujourd'hui travailler avec Instagram. Donc, qui a une image plus jeune et puis justement sur lequel on sent qu'on peut faire plus de choses. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Donc voilà, donc on peut commencer dans le vif du sujet. Moi, je voudrais juste un petit peu, comme je te dis, résumer un petit peu ton profil, Vincent. Tu as travaillé vraiment dans la stratégie de marque et dans le secteur du luxe depuis 20 ans, donc tu as une grosse expérience. On te connaît vraiment récemment pour avoir lancé cette montre incroyable qui est la montre HIT, où tu étais PDG depuis la création jusqu'à l'année 2017. Aujourd'hui, tu es toujours actionnaire. Tu as vraiment su créer en fait une montre incroyable qui mélangeait mécanique et fluide. Est-ce que déjà tu peux nous en dire plus sur cette actu-là et sur ce produit-là? Bon,
on a créé cette… tout d'abord, bonjour à tous. Effectivement, c'est assez impressionnant de voir ce genre d'écran avec beaucoup de monde. On a tenu, on en reparlera après, une conférence de presse il y a 4 jours. On était 15 700 personnes connectées. C'était assez impressionnant, 15 700. Pour revenir à Hits, on a commencé cette aventure. En fait, c'était un vieux fantasme. C'était de créer quelque chose qui n'existait pas dans le luxe, avec véritablement aucune idée d'utilité, parce qu'une montre n'est plus utile. Une montre, c'est devenu un objet d'art ou un statut selon qui va le porter ou selon les aspirations de chacun. Mais c'était de créer quelque chose qui n'existait pas dans l'horlogerie. Donc, c'était un fantasme de créer le liquide mécanique, qui a toujours été l'ennemi juré de l'horlogerie. On a toujours essayé de ne pas avoir de liquide dans une montre. Et puis, pour la première fois dans l'horlogerie, on a fait l'inverse. On a pris le liquide et puis il a été animé par un système mécanique. Donc, l'objectif, c'était ça. Et puis, moi, je suis plutôt une réputation, et c'est quasiment c'est la psychologie, de l'autopsychologie. Je pense que je suis un bon sprinter, mais je suis un très mauvais marathonien. Sous-entendu, je suis bien pour lancer les choses et mettre une énergie folle pour qu'on en parle et pour mettre la structure en place. Puis après, il faut une autre typologie de manager. Et après 7 ans chez HYT, il me semblait que moi, je commençais un peu à me fatiguer et j'avais envie d'autre chose. Et c'est pour ça que j'ai fait autre chose et je me suis retiré gentiment. Mais je suis resté actionnaire et je suis resté proche de HYT toujours. On est sur d'autres projets avec HITS en tant qu'actionnaire, moi. Je continue de donner des coups de main à la marque actuellement. Voilà, donc ça c'est l'aventure de HITS. Et j'ai toujours eu des vagues où j'ai envie de me concentrer sur un projet, comme ça a été le cas avec HYT. Puis après, j'ai le besoin quasi physique de travailler sur plusieurs projets. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté HITS pour créer une multitude de sociétés, en l'occurrence 3 sociétés différentes, où je suis soit actionnaire principal, soit actionnaire minoritaire. Il y en a même plus que 3, il y en a 5 en fait au total. Et c'est ce qui me convient dans cette phase de vie. Et puis, on va voir ce qui se passe. Alors maintenant, il y a le projet Origine qui vient d'être lancé, dont on parlera tout à l'heure, qui est un projet sur l'anti-contrefaçon, qui risque dans le bon sens du terme, de prendre beaucoup, beaucoup de temps, vu le potentiel de cette technologie et de cette innovation. Donc, si je reprends un petit peu l'historique, donc 2017, tu décides justement de prendre un peu de recul, de te concentrer aussi sur tes forces, ce que tu sais faire, c'est-à-dire des lancements de produits, de la créativité, de l'innovation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces 3 projets, produits que tu as souhaité développer à ce moment-là, ou c'est secret, ou alors peut-être qui t'a en tout cas motivé à faire ça? Parce que c'est un peu ça notre call du jour, c'est Ouais. Quelles sont les forces internes qui fait qu'on entreprend aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on entreprend? La réponse est très difficile à donner parce que franchement, je ne sais pas, mais moi, j'ai l'impression que l'entrepreneurship, il est devenu, il est arrivé par accident. Enfin, la première fois que j'ai quitté mon siège de salarié, c'est quand j'étais au Swatch Group aux États-Unis et que j'avais une irrésistible envie de monter ma structure et de le faire en solo. Et donc, j'avais ce côté un peu quasiment comme dans un film où je me disais, mais qu'est-ce que je monte bête, pour ne pas dire autre chose, de reporter à une hiérarchie comme le Swatch Group, qui est devenu qui est une énorme structure. Monter ma propre structure. Et moi, c'était comme un film parce que j'habitais New York, j'habitais à Brooklyn. Et puis, ce concept de travailler le soir après le travail et de travailler sur mon business plan, c'était extrêmement grisant. J'étais un peu dans un truc fou. On a très rapidement réussi à lever de l'argent pour ce projet qui était en fait le projet d'une agence de consulting qu'on a ensuite posé de New York avec mes associés. On s'est posé à Paris et on a monté une boîte de consulting pendant 6 ans ou 7 ans. Et voilà. Et je n'ai pas l'impression que c'était volontaire. C'est un peu un concours de circonstances. J'arrivais à la fin de quelque chose avec le Swatch Group. J'avais plus envie de travailler dans cette société ou de cette manière-là. Et puis, tout à coup, du jour au lendemain, on se retrouve, en l'occurrence, je me suis retrouvé indépendant. Et puis après, j'ai quitté cette indépendance pour revenir en tant que salarié. Donc, j'ai vraiment fait j'ai fait des changements, des ruptures très souvent, en fait, dans ma carrière. Je pense que
c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Même moi, à mon âge, je fais déjà partie ou encore partie de cette génération où il n'y a plus du tout cette ligne conductrice où on fait toujours le même métier toute sa vie, quoi. Je veux dire, ça, moi, j'en suis un exemple parfait. Ça, c'est sûr. Et puis d'écouter, il y a aussi l'idée d'écouter son cœur aussi, je pense, d'écouter son cœur. Et puis aussi des aventures, parce que là, quand j'entends parler, c'est vrai que j'entends parler aussi d'une aventure de groupe. Je vois que c'est souvent des rencontres aussi qui vont faire que tu vas changer de voie et donc tu vas créer un projet. Mais c'est vrai que je ne sens pas une stratégie à 10 ans à l'avance, mais plutôt quelque chose de l'ordre de la rencontre, de quelque chose de fluide en fait. Et puis de ces rencontres naissent ces choses-là. Clairement, disons, quand j'ai quitté HYT il y a 2 ans, ou 2 ans et demi maintenant, j'avais la volonté de quitter c'était assez étonnant parce qu'en fait, on a fait on a phasé en fait ma sortie sur 12 mois où pendant 6 mois, j'étais à 50% et puis je suis encore resté quelques pourcentages pour que ce soit vraiment en douceur. Et on a bien réussi cette opération avec Grégory Dourde, qui est devenu le CEO de l'entité Total. Mais quand je l'ai fait, j'avais absolument pas de vrai plan ou un next job ou quelque chose comme ça. C'était plus l'envie de, allez, je sors et de me mettre en danger automatiquement, créer des opportunités. Ça, c'est sûr. Cette mise en danger, sortir de la zone de confort, et pour moi, a toujours été salvatrice, toujours. Et je l'ai fait avec très peu de réflexion. Et puis, en fait, tout de suite, je me suis remis à mes vieux amours, c'est-à-dire le consulting. Travailler pour donner un coup de main ici, donner un coup de main ici, etc. Et puis, évidemment, en restant dans cet univers de l'horlogerie ou du haut de gamme, de luxe, ça a créé d'autres opportunités jusqu'à la création la semaine dernière de la Fondation Origine sur le système d'anti-contrefaçon. C'est toujours effectivement des rencontres, mais de temps en temps des électrochocs ou des décisions. OK, j'y vais, je me lance et je sors de ma zone de confort. Et ça, pour moi, ça a toujours été important. C'est un peu irrésistible, mais dangereux aussi de temps en temps. Mais voilà. Moi, c'est un peu un growth hacking pour moi en soi-même. C'est vraiment de justement, tu as écouté ton cœur et puis finalement, bah, tu t'es laissé suivre et sans un plan de carrière complètement sur 20 ans comme on pouvait avoir à l'époque. Et puis, bah, voilà, avec les expériences, réalisées et tu y es allé. Et Ah, mais complètement. J'aurais pu rester chez Audemars Piguet pendant enfin, j'aurais pu rester chez Audemars Piguet toute ma vie. Mais c'était, voilà, j'ai fait des ruptures comme ça. Alors, je vais m'occuper à l'époque d'une filiale. C'était dessiné pour reprendre une filiale 2 ans plus tard, mais je ne pouvais pas attendre 2 ans de plus. Donc, je suis parti. Donc, voilà. Mais moi, il y a une chose que j'ai compris, c'est que j'étais pas fait pour les groupes et j'étais plus fait pour la mise en place ou le démarrage d'idées. Et c'est ça qui me plaît personnellement. Et j'en ai fait une véritable passion. Et j'ai toujours aimé m'occuper de projets qui sont soit impossibles, en tout cas, on est dans le marketing quand je dis que c'est impossible, parce que c'est toujours possible, c'est un peu de rhétorique, mais disons, j'ai toujours aimé des projets qui sont compliqués ou ou des marques qui sont improbables. Voilà, et ça, c'est quelque chose, ou des concepts qui sont improbables. HYT, c'était improbable. On s'est fait torpiller pendant des mois au démarrage sur la technologie en disant que c'était inimaginable, impensable, etc. Euh, et j'aime bien, mais au contraire, ça me galvanise parce que quand on maîtrise on sait que ce qu'on a est jouable, bah à ce moment-là, on y va. Et c'est au contraire galvanisant d'avoir des contradictions et des gens qui sont en désaccord ou qui ne pensent pas que, parce que quand vous savez le jeu de cartes que vous avez en main, eh ben, on peut jouer. Et moi, j'aime ça. Et avec Origine, c'est de nouveau le cas. On en parlait brièvement, Raphaël, tout à l'heure, avant le meeting. Origine, on a un jeu de cartes puissant, puissant, et nous, on le sait.
Maintenant, on adore ça. On a commencé la communication la semaine dernière, donc c'est vraiment le démarrage. Vous allez lire dans le bilan, dans PME Le Temps, NZZ, la RTS, il y a plein de reportages qui vont sortir parce qu'on est prêt. Et moi, j'adore ce moment-là où, a priori, plein de gens ont des doutes et c'est le moteur, en fait, de la visibilité. C'est justement parce qu'il y a des doutes, les gens vont en parler de temps en temps en négatif, en disant non, c'est impossible, c'est de nouveau parce qu'on va démontrer que c'est possible. Ça va avoir un levier beaucoup plus important que si on était un truc lambda, basique, que tout le monde a déjà fait. Moi, j'adore faire des choses qui n'existent pas, en tout cas dans la position, dans le produit, dans la techno. Alors, avant peut-être qu'on revienne sur ton projet Origine et qu'on aille un peu plus dans le détail, parce que ça m'intéresse beaucoup, je te propose qu'on fasse un petit peu on refait un pas en arrière et puis tu nous expliques un petit peu comment toi, tu as suivi le Covid. Parce que c'est vrai que finalement, on a tous vécu ça, soit mal, soit en étant un peu parfois renfermé sur soi-même, où on s'est posé des questions, même chez JobWatch. Donc, toi, qu'est-ce que tu as appris de cette crise et qu'est-ce qui, j'imagine, t'a poussé à créer ce que tu vas nous expliquer tout bientôt? Bon, je pense qu'on a tous eu quand même il y avait un effet de sidération la première semaine en se disant, mince, c'est comme les fameux films de science-fiction ou les films catastrophes, ça y est, on est dedans. Et moi, cet effet de sidération, il a duré sincèrement 48 heures. Très sincèrement, le premier, j'aime bien raconter ça parce que maintenant c'est derrière, mais je pense qu'on doit être beaucoup dans ce cas-là. À un moment donné, je pense le lendemain, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, carte de crédit, tu bloques tout, on calme le jeu. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer et on sentait qu'on ne pouvait plus voyager, qu'on ne pouvait plus faire ça. Enfin, il y avait vraiment un effet de panique pendant 24-48 heures. Et puis en fait, très rapidement, parce que je suis optimiste de nature, j'ai même un optimisme un peu fatigant pour certaines personnes de temps en temps, j'ai tout de suite vu en fait très rapidement le côté opportunisme ou l'opportunité que ça allait représenter. Parce qu'on allait bon, vous l'avez vu, on le lit maintenant, ce qui est arrivé était un petit peu dessiné, ça va accélérer un certain nombre de choses. Le coworking, mais pas de la manière dont on croit qu'il va arriver. Ça va accélérer la fin de certaines marques qui étaient déjà très fragiles. Ça va accélérer une multitude de choses. Et donc, il y a un effet d'accélérateur. Et bon, j'ai tout de suite vu dans ma manière de voir et de gérer les structures et les sociétés que j'ai comme une sublime opportunité. Dans une des sociétés que je partage avec mon associé, avec un associé, on était sur un groupe WhatsApp et je pense qu'on a tous vécu ça sur les différents groupes où mon associé dans une des boîtes me dit arrêtez pas d'envoyer des messages et vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis et vous avez vu ce qui se passe en France et surtout au démarrage c'était en Italie, hein, la grosse peur à l'arrivée d'Italie. Et à un moment donné, je suis rentré dans le groupe et je lui ai envoyé un scud en lui disant mais maintenant tu peux passer les prochaines heures ou les prochains jours à continuer d'alimenter cette peur sur le groupe de copains qu'on était, d'ailleurs avec plein de mecs de l'horlogerie, hein, des patrons du Swatch Group, des patrons de différentes marques, où tu peux maintenant passer les prochaines heures, les prochains jours à trouver des nouvelles opportunités pour le business qu'on fait. Il a bien compris et bien pris ce message. Et puis après, très rapidement, la semaine d'après, on a compris que ça allait accélérer plein de choses et créer plein de nouvelles opportunités. Et donc, par rapport à ces nouvelles opportunités, est-ce qu'on arrive à ton nouveau projet qui est Origine? Est-ce que tu l'as créé à ce moment-là? Non. Alors ça, c'est bon. Voilà. Il faut toujours un peu de chance. Non, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Et puis, même historiquement, ça fait une quinzaine d'années que c'est un des sujets. Et dans l'horlogerie, dans cet univers-là, il y a des sujets. Il y a le sujet, il y a le produit et des technologies. On a vu les smartwatches, on a vu de manière très modeste un HYT qui vient chambouler avec du liquide, de la mécanique. On a le produit, on a la distrib. Il y a des gens qui sont innovants sur la distribution. On a le sujet de la contrefaçon. On a plein de sujets différents qui gravitent autour. Le sujet de la contrefaçon, c'est un sujet qui était pour moi un sujet extrêmement intéressant et que j'avais suivi soit en tant que directeur de la communication de chez Audemars Piguet à l'époque, puis plus tard comme vice-président de différentes marques ou comme CEO de marques horlogères. Mais j'étais
j'étais toujours sidéré de lire et de voir dans la presse depuis 3 ou 4 ans qu'il y avait plein de new technology, de nouvelles sociétés qui arrivaient. Et on entendait par effet d'annonce vachement Constantin. Génial, blockchain, ok, je comprends l'inviolabilité du système, la décentralisation de l'information. Si on s'intéresse un peu, on comprend, disons, relativement bien et rapidement. Mais pour moi, le gros problème qu'on avait constamment avec ça, c'est que le produit et la blockchain ne sont pas un écrin et une carte de garantie. La carte de garantie avec un certificat d'authenticité. En 2020, vous allez à la place Vendôme acheter une Cartier et on vous donne encore une montre, un écrin et un certificat d'authenticité en papier en 2020. Et même toutes les marques que j'évoquais et d'autres, quelques nombreuses marques qui ont mis un système de blockchain, ce qui est mis sur la blockchain, c'est souvent l'information sur une carte de crédit, format carte de crédit, ou sur un papier, avec un hologramme, avec un QR code, avec une chip électronique dans la carte, etc. Mais jamais la montre elle-même. Et donc, tous ces gens-là qui ont introduit des systèmes de technologie, ils ont le talon d'Achille de tous, c'est que le dernier maillon n'existe pas. La montre peut être une fausse, la carte de garantie une vraie. Et rien ne prouve que ce qui a été mis sur la blockchain est donc un vrai produit authentifié. Il nous manque ces liens. Et donc, le fantasme depuis une quinzaine d'années, avec des confrères CEO d'autres marques horlogères qui sont aujourd'hui des grosses mondiales, on avait toujours ce débat intellectuel, mais quand est-ce qu'on vient avec une solution? Et la solution, on l'a trouvée. Elle est très, très simplement, elle est liée en fait à la reconnaissance faciale, à l'image d'un produit. Et quand on le photographie au millionième, on photographie en fait un monde particulier. Et quand on le compare avec une photo qu'on prend avec son iPhone 10 ans, un jour, 30 ans plus tard, votre montre, c'est la numéro 32 de la chaîne de production de 2018, assemblée par Michel Bracci à 17h15 à tel et tel endroit. Et donc, c'est l'arme et la technologie qui nous permet véritablement de ne pas être en compétition avec tous les autres acteurs qui ont mis quelque chose en place, mais qui vient au contraire les aider à connecter le dernier maillon qui leur manquait. Et alors, dans ces startups, justement, comment vous en êtes? C'est la reconnaissance photographique d'un objet qui a une unicité et par là, on reconnaît si elle est vraie ou fausse. Aujourd'hui, vous en êtes où dans votre process j'ai envie de dire, d'entreprise? Que vous avez besoin, vous avez levé des fonds, vous avez besoin de partenaires. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je reviens encore sur cette histoire de growth hacking, mais qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir vraiment développer votre business et aller et faire en sorte que ça roule? Par rapport au growth hacking, de nouveau, alors ce que je vais dire, je n'en ai pas la démonstration, j'ai les premières intentions, les premiers, les premiers éléments de réponse, mais on jugera dans 6 mois, dans 12 et dans 24 mois, y compris moi, parce que dans toute aventure, il y a le mot aventure, donc ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qu'on n'aura pas prévu, pas vu venir. Maintenant, ce qui m'intéresse dans le growth hacking, c'est de fabriquer quelque chose où je pense que vous l'avez, je n'ai pas assisté à la conférence de Jean-Claude Biver, mais Biver est le papa spirituel de cette idée de toujours faire quelque chose qui est différent des autres. Quand il fait du marketing, il fait du football, alors personne ne voulait le faire. Quand il fait, on connaît le profil. J'adore cette philosophie-là de faire des choses qui n'existent pas. Nous, quand on fait Origine, on vient avec une solution qui n'existe pas. Alors, il y a 6 mois, ou même il y a 4 mois, je n'aurais pas été aussi sûr que ce que je dis là, parce qu'il a fallu qu'on comprenne à travers nos discussions avec les plus gros groupes horlogers qu'effectivement, ce que nous avions en main était totalement unique et que personne ne l'avait. Et numéro 2, que ça fonctionne.
Aujourd'hui, on a les deux. On sait qu'on est unique et on sait que ça fonctionne. Et quand je dis ça, j'essaie de dire le plus humblement possible, puisque nous sommes dans une phase de test avec les horlogers actuellement, où nous sommes sous contrat de mise en place en fait, de tests de fonctionnement de la technologie avec les impératifs que l'horlogerie demande. C'est-à-dire, en termes de supply chain, où est-ce qu'on fait les photos, comment est-ce qu'on fait les photos, à quel moment on les fait. Et même mieux, est-ce que demain, on fera les photos de tous les composants d'une montre? Ce qui est possible. On peut photographier sur une montre de 250 composants les 250 composants. Donc, vous imaginez qu'une vis, elle est photographiée au millionième, qu'elle a de nouveau des aspérités, des particularités uniques, même dans une série de 1000, même dans une série de 1000 ou de 2000 ou de 10 000, elle aura toujours des particularités et que quand je verrai cette vis plus tard, je pourrai reconnaître si cette vis est l'authentique, l'original, d'où le nom origine, l'original de la chaîne de production telle et telle. Donc, on a une traçabilité totale, en fait, potentiellement. Mais ça, nous, on voit déjà qu'il y a des acteurs qui sont extrêmement intéressés d'aller très, très, très dans le détail de l'ensemble de la chaîne et d'autres acteurs qui sont beaucoup moins intéressés parce qu'ils devraient mettre des caméras sur l'ensemble des systèmes de caméras. Donc, on est dans une phase aujourd'hui de voir notre technologie, comment est-ce qu'elle résout avec le moins d'interférences avec les horlogers. On est dans cette phase-là. Et donc, cette phase va arriver à son terme probablement à la fin du premier trimestre 2021. Et on escompte ou on espère pouvoir mettre le standard en place à partir du deuxième trimestre 2021, c'est-à-dire à partir d'avril-mai, dans ces zones-là. Alors là, il est 12h30 quasi. On va commencer justement les questions qui arrivent sur le chat. Donc, on a une question de Patrick Verly qui dit… Bonjour, il peut se présenter. Et si la montre se détériore, se raye, se déforme, que se passe-t-il? Alors, évidemment, c'était la première question. Alors, on a commencé… salut Patrick. On a commencé par travailler sur le cadran. Parce que le cadre, pour répondre à la question de Patrick, le cadran, il est protégé par un verre en saphir. En tout cas, dans le haut de gamme, il est protégé par un verre saphir. Et donc, il n'est pas altérable d'un point de vue rayure. Il l'est par rapport à la couleur. Certes, avec le soleil, on sait que les UV travaillent et transforment la couleur d'un cadran. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'on y a mélangé, et je parle de mois de travail, avec des gens spécialisés de la reconnaissance faciale et d'algorithmes d'intelligence artificielle aux États-Unis. Donc, c'est nos employés maintenant qu'on a mis à bord de la structure. Je ne parle pas de… On est une vraie société dans le… On a déjà une dizaine de personnes qui sont salariées de la structure et qui sont entre Palo Alto et Los Angeles. Alors, ça fait toujours très bien de dire qu'on est à Palo Alto, mais en l'occurrence, c'est une stricte vérité. Notre société est basée aux États-Unis et en Suisse à Neuchâtel. Donc, pour répondre à la question de Patrick, on a mélangé l'intelligence artificielle. Alors, je m'exprime. On se souvient tous, quand on est môme, vous allez tous le comprendre, on prend un microscope et on y met n'importe quelle structure, un plastique d'iPhone, un plastique de stylo, de la céramique, ce que vous voulez, de l'émail, de l'acier, du titane, de l'or, ce qu'on veut. Dès lors que vous le mettez sous un microscope, vous rentrez dans la structure et on se souvient tous, on a tous ces images d'une sorte de vallée. Quand on rentre au millionième, ça n'a plus rien à voir qu'une surface plate. On rentre dans une sorte de vallée. Chacun, vous allez vous rendre compte que le petit vallon ici, et même si vous le comparez avec la même pièce de série qui sort, il n'aura pas la même profondeur que le vallon de la pièce de droite. Et chacune des structures est complètement unique. De là, on fait une photographie, on va prendre 1 millier de points. Okay, je prends 1 millier de points qui sont particuliers. Quand je prends le cadran numéro 2 ou une pièce numéro 2 qui a été photographiée, elle ne sera jamais la même chose, même si elle sort d'une chaîne de production d'un cadran d'une marque comme Tissot ou Certina. Même. Et quand je vais faire le comparatif, je vais voir qu'effectivement, à gauche, j'ai 1000 points. Je compare avec la montre, le même cadran 10 ans plus tard, j'ai les mêmes 1000 points exacts. C'est la même montre. C'est l'original. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la question de Patrick? Si j'ai fait la même chose sur un bout d'acier et que l'acier, il a vécu parce que j'ai un coup, il va être rayé, scratché, etc., etc.
Les 1000 points ne seront plus là. Dans mon exemple, je suis en train de tester ce que je suis en train de vous dire. Mais les tests on est à 98,6% actuellement de véracité. C'est-à-dire qu'on est très loin et on sait qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a fait l'effet d'annonce la semaine dernière, c'est parce qu'on sait qu'on maîtrise maintenant cette technologie. Ce qui se passe, c'est que si je scratch ma montre et que, disons que c'est la couronne qui a été photographiée et que je veux voir si c'est une vraie couronne et que c'est l'original de chez Rolex, eh bien, ma couronne, au lieu d'avoir mes 1000 points, parce qu'elle a une rayure, je vais en avoir, je prends un exemple, 882. Donc, je suis en manque de points de repère. Mais l'intelligence artificielle, l'algorithme, va tout de même prendre un système de pourcentage de chance en disant il y a de fortes chances à 99,x que cette couronne soit bel et bien la couronne numéro 82 de la chaîne de production de 2018. C'est là qu'on vient avec des systèmes d'algorithmes qui viennent de manière comme un cerveau humain qui dit bon, ben, dans les circonstances, je n'ai pas tous les points, mais j'ai suffisamment de points pour dire c'est le vrai. Et là, je prends la couronne. Mais il suffit qu'on prenne tous les éléments et vous augmentez donc le pourcentage de chances que la montre soit bel et bien celle-ci. À tel point qu'à un moment donné, vous pouvez affirmer, même légalement, que la montre est l'authentique. Avec les horlogers aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on maîtrise le cadran qui est lui protégé par le verre saphir et on est en train de travailler maintenant pour maîtriser l'ensemble en fait, des composants. Mais l'ensemble des composants, ça peut prendre un peu plus de temps. Merci. Moi, j'avais une question de Valérie qui voulait revenir sur une question plus globale par rapport au growth hacking pour lancer son entreprise. Alors, si c'est vrai que là, aujourd'hui, c'était sur quelque chose de très technique. Et quels pourraient être tes growth hacking pour des entreprises plus lambda? Je pense à des sous-traitants, à des candidats, des choses qui soient… je pense à moi, par exemple, à l'état d'esprit. Je pense que toi, par exemple, tu as un état d'esprit qui fait que tu pousses toujours plus loin. Quels autres points tu pourrais nous donner comme astuce, comme inspiration pour développer ça? Moi, déjà j'ai toujours, ça fait sourire certains parce qu'avec HYT, on a levé beaucoup d'argent. On doit être à plus de 80 millions de francs suisses qu'on a levé. Moi, j'ai participé à la levée de 55, 60 millions de ces 80 et quelques millions. Donc, j'ai à la fois une casquette d'avoir réussi à lever beaucoup d'argent, mais quand on a commencé au début, on était vraiment deux personnes, un ordinateur et plein de cartes de visite. Je schématise un peu, mais c'est ça. Et moi, ce que j'ai toujours trouvé intéressant dans l'effet de monter une structure, que ce soit un service, un produit, que ce soit petit, le premier point, c'est de faire avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, souvent, c'est très puissant. Je vous donne un exemple. Je suis surpris de voir chez les horlogers le manque c'est pourtant basique, d'avoir un database, d'avoir en fait un fichier où on a collecté tous les clients, tous les détaillants, ou tous les fournisseurs, ou tous les médias, ou tous les etc. Moi, depuis une douzaine d'années, j'étais un névrosé de cette histoire-là. Je dis, vous gardez les cartes de visite de tous et on scannait les cartes et on a créé un database de 12-15 000 personnes. Et quand on a commencé HYT, on n'avait pas de moyens. Il était hors de question d'avoir des moyens. On avait deux choses. On avait une idée qu'on trouvait différente. Donc, pour un média ou pour un détaillant, c'était forcément intéressant parce que soit de manière positive, waouh, génial, j'adore, qu'est-ce qui se passe, ils sont différents des autres, ou soit c'est n'importe quoi, ça ne marche pas, c'est impossible, je vais faire un article sur ces gars. Et donc, on a une idée qui est différente, c'est toujours la différenciation. En anglais, on appelle ça make competition irrelevance. Tout le monde est là, et ben nous, on va faire une société qui est là. On ne va pas aller dans le même vivier, on va sortir et on va faire quelque chose qui est différent. Donc, que ce soit un service, que ce soit un produit, que ce soit de la distribution, que ce soit un petit site, n'importe quoi. Faire de la différence dans son modèle économique. Ça peut être différent dans la distribution, différent dans son produit, différent dans son marketing, un marketing qui choque, un marketing qui fait rire, mais qui soit surprenant. Et la deuxième chose, utiliser des outils basiques, un ordinateur, du Wi-Fi et des cartes de visite pour communiquer aux gens. Nous, quand on a lancé HITS, on avait un database de 12 000 personnes. Quand on a pressé sur le bouton avec une idée différente qui était celle de HYT,
bah, tout de suite, on a communiqué à 12 000 personnes, mais immédiatement, en un clic. J'ai c'est pas une anecdote, mais une histoire rapide à raconter. Quand on a lancé une petite vidéo de 30 secondes où on voyait la mécanique et du fluide qui se mélangeaient, c'était un teaser, on ne présentait pas encore le produit fini. Écoutez bien, parce que c'est authentique. On a pressé sur le bouton 12 000 personnes. C'était un vendredi, j'allais à Verbier pour le week-end. J'ai mon associé Yon qui m'appelait le soir en me disant, t'as vu, on a 20 000 personnes qui ont été sur YouTube pour regarder la vidéo. Le lendemain, il me rappelle, il me dit, on est à 100 000 personnes qui ont cliqué sur la vidéo. Et on a fini une semaine plus tard à 1 million de personnes qui ont cliqué sur la vidéo. Pourquoi? Parce que notre database est partie. On a eu du bol parce qu'il y a Gizmodo.com, qui est un site internet sur des technologies, a relayé l'information et c'est parti de manière virale. Mais pourquoi? Et parce que, on avait un produit ou une idée différente et que du coup, il n'y avait personne qui était au même niveau que nous. Ni Rolex, ni WC, ni Patek, ni personne ne faisait ce qu'on faisait. Donc, on était différents. Et deux, parce qu'on avait un moyen de diffuser l'information qui nous a coûté zéro. Enfin, un tableau Excel, hein, et jusqu'à preuve du contraire, ça ne coûte pas grand-chose. Donc, moi, ce que j'aime bien dans ça, c'est toujours, je trouve que c'est galvanisant de ne pas devoir utiliser de l'argent et de trouver des idées, parce que souvent, si ça va marcher, ce n'est pas parce qu'on met… Oui, bien sûr, on peut forcer avec de l'argent en mettant un gros coup de million, on fait du marketing. Mais je pense que plus sainement, une idée, elle doit pouvoir vivre et on doit pouvoir en parler et faire en parler. Parce que l'idée, elle est simple, elle est différente, elle est surprenante, voire même elle est choquante. Et donc, elle va faire parler d'elle-même. Et puis après, un petit peu alimentée comme un petit peu d'huile ou un peu de feu pour que le feu démarre. Et ça, c'est des outils très basiques, les réseaux sociaux, du database et ce genre de choses. C'est très intéressant et on voit bien les ingrédients de ce gros hacking, justement. Donc, une idée bien différenciante, voire choquante, voire très différente, et des canaux de distribution qui sont simples, mais aussi construits depuis quand même quelques années. On est bien d'accord. Dans ton cas, c'était quand même un database qui était construit depuis quelques années quand même. En l'occurrence, oui, absolument. Non, non, absolument. Tu Mais as une de potes, de personnes que tu aimais et de choses qui te touchaient. J'ai d'autres questions qui viennent par rapport à l'idée que tu sois un business mentor. Est-ce que tu en as un qui parle avec toi de ta vie d'entrepreneur? Et est-ce que tu es un mentor pour des entrepreneurs plus jeunes? alors, business mentor, c'est un peu… alors, la première partie de la question, oui, j'ai des gens que j'ai croisés dans ma vie professionnelle et qui m'ont véritablement inspiré. J'ai deux, trois noms. La première personne, c'est Philippe Boissonnat, qui était directeur d'une agence très connue en Suisse, à Genève, et quand j'avais 23 ans, il m'a dit, Vincent, repars pas à l'université, parce que je m'étais inscrit à l'université plus tard. Je n'ai pas fait l'Uni en l'occurrence, mais j'avais ce souhait de le faire. Il m'a dit, non, non, tu es fait pour aller sur le terrain. Donc, il m'a vraiment… il m'a envoyé aux États-Unis, à New York, dans une agence aux États-Unis, une agence de pub, et ça m'a donné l'anglais, ça m'a donné plein de choses, etc. Et donc, je lui dois… on est super potes encore et on se voit régulièrement. En fait, la chance qu'il m'a donnée, c'était de m'envoyer aux États-Unis. Et puis après clairement, mais c'est un peu je t'aime moi non plus, j'ai rencontré Monsieur Hayek, qui était un personnage très, très particulier. Mais j'étais très proche de lui. J'ai vécu pendant 2 ans où j'étais vraiment… si vous… Je faisais partie de ces 3, 4, 5 lieutenants, ils les appelaient ça des lieutenants, ce sont des jeunes plutôt, des jeunes à fort potentiel. Alors j'avais 30, 35 ans. Et donc, il aimait le match intellectuel. Et lui et moi, c'était vraiment sur le marketing, la créativité. C'était hyper intéressant. On m'a juste dit, Vincent, vous devez rencontrer M. Hayek. Je dis, mais ouais, ok, génial. Je ne peux pas refuser, évidemment, mais non, on ne sait jamais. Il aime bien rencontrer des jeunes qui ont des choses à dire. Donc, on s'est rencontrés à 18h. Histoire authentique, je ne romance pas. Il fumait son cigare dans son bureau. Et 20 minutes plus tard, il m'a dit, venez à bord du Swatch Group. Vous voulez partir où? Parce qu'il savait que je voulais m'occuper d'une filiale. Et donc, il m'a dit, vous partez aux États-Unis. Et le lendemain matin, j'avais un avion via Paris pour aller finaliser mon deal avec le Swatch Group aux États-Unis. Ça s'est passé comme ça. Donc, il y a des gens comme ça qui m'ont inspiré. J'ai beaucoup de respect. Et puis après,
c'est toujours des relations très compliquées parce que Sojo, M. Hayek était à la fois quelqu'un de génial, strictement génial, mais extrêmement demandeur et très compliqué. Et il y avait un moment donné où j'avais aussi mon caractère à moi et je ne pouvais pas imaginer faire ma carrière dans Sojo. Donc, j'ai quitté Sojo pour monter ma boîte, en fait, en l'occurrence. Mais il a très bien pris et les premiers mandats que j'ai eus, c'est M. Hayek qui nous les a donnés. Donc, c'était quand même assez drôle. Mais donc oui, M. Hayek, certainement. J'ai rencontré des gens géniaux, très compliqués, comme Christian Viros, qui était l'ancien patron de LVMH Horlogerie Joaillerie. Génial, mais très compliqué. Et à un moment donné, les étincelles, on s'entend, on se reparle de temps en temps, mais les étincelles étaient très fortes. Voilà, j'ai rencontré des gens comme ça. Et puis, il y a des gens qui sont des amis et pour lesquels j'ai le même type de relation. François Benamias, qui est chez Audemars Piguet, par exemple. Alors là, c'est différent. Mais voilà, il y a des gens comme ça qui sont dans cette trempe-là de gens qui mènent leur barque avec brio. Donc, voilà. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer Jean-Claude Biver. C'est lui qui m'a engagé, en fait, quand je suis rentré des États-Unis après le fameux entretien avec M. Hayek. C'est Jean-Claude Biver qui a donné son feu vert pour mon engagement au Swatch Group, effectivement. Mais j'avais très peu d'interaction avec lui. Donc finalement, tout se coupe, s'entrecoupe. Et puis en tout cas, on voit quand même que c'est des coups de cœur quand même de personnes entre elles, alors que ça soit difficile. Et toi, du coup, est-ce que tu as des mentors? Enfin, tu es mentor pour des entrepreneurs plus jeunes aujourd'hui? Moi, je donne plein de coups de main. Ma femme se plaint que je passe des heures et des heures, et je le fais vraiment, mais sans compter et sans, comment dire, sans aucun bénéfice. C'est-à-dire, j'aime bien donner des coups de main, effectivement. Je passe du temps quand on me demande de venir donner un coup de main sur savoir ce que je pense de telle et telle société ou de tel et tel business plan ou de telle et telle chose. Et à ma manière, j'adore l'exercice qu'on fait maintenant, qui est un entretien comme celui-ci, mais je donne des cours de manière assez régulière, mais très sporadique. Je donne à l'IMD à Lausanne. D'ailleurs, j'étais avec Jean-Claude Biver la dernière fois, c'était il y a 1 an et demi. Je donne à l'école hôtelière de Lausanne. Voilà, il y avait un cours de marketing à Neuchâtel qui s'appelle le CAS, le CAS en marketing, qui n'existe plus. Je crois que le Covid a eu la mot du fin pour ce cours-là. Donc, je fais ça avec aucun intérêt pécunier. C'est purement en me disant, c'est chouette, on va rencontrer de nouvelles générations qui arrivent et on essaie de partager ou de se faire challenger par eux et de rester connecté avec ça. Moi, j'adore ça. Bien sûr. J'ai une dernière question. Malheureusement, je n'aurais pas pu toutes les faire. J'ai une dernière question de Benoît Fontaine. Est-ce que vous avez traversé des échecs? Lesquels et pourquoi? Ah oui. Oui. Non, bien sûr. Je faisais allusion tout à l'heure à, je vais en prendre un ou deux, je faisais allusion à Christian Viros, qui était mon patron techniquement quand j'étais chez Technomarine. Et là, Technomarine n'a pas été un succès. Aujourd'hui, on s'en fout, que ce soit en positif ou en négatif. J'essaie d'être le plus honnête et le plus transparent. Le business qu'on avait remonté avec Technomarine était très fructueux. On était à plus de 30% en vente. Tout le monde s'en fout aujourd'hui parce que c'était il y a longtemps. Mais les demandes du conseil d'administration étaient telles, elles étaient déconnectées de la réalité. Ce n'était pas une question de volume d'affaires, c'était une question de marge. Donc, ils voulaient encore améliorer les marges. Mais pour que les marges fonctionnent, il y a un travail sur le prix, sur le cost of goods du prix, du produit, etc. Donc, ça prend plus de temps que le volume en tant que tel. Le volume, on peut rapidement développer du business, de la distribution et avoir beaucoup de demandes. Mais les marges, l'amélioration des marges, ça prend plus de temps et c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus intense. Et c'était horrible. Je crois que j'avais un conseil d'administration par mois et le conseil d'administration était fait de gens qui étaient que de la finance, donc des banquiers, et il y avait une déconnexion entre ce qu'on faisait comme travail dans l'horlogerie et les attentes financières purement, où ils s'en foutaient, ils n'avaient aucune idée de ce qu'on était en train de faire. Ils voulaient juste avoir la marge augmentée. Donc, moi, j'ai pris ça comme un échec, mais bon, comme on dit toujours, moi, j'ai vécu aux États-Unis et je trouve qu'évidemment, on apprend dans l'échec. Donc, j'ai compris une chose, je n'étais pas fait pour des produits à non forte valeur ajoutée. Et de fabriquer des montres Technomarine à l'époque en plastique sur le volume, avec des composants en Asie, etc., je ne jette pas du tout la pierre. C'était juste que ce n'était pas mon truc. J'avais plus envie d'évoluer sur des produits à forte valeur ajoutée, avec du luxe, aller dans le détail, dans les choses, que sur des produits on va dire, de grand volume.
Et voilà, ça c'est clairement un moment où ça n'a pas été et c'était vraiment pénible. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y avait des étincelles jusqu'à la rupture. Et puis après, on est resté en contact jusqu'à un jour où Monsieur Christian est venu me voir de manière très sympathique et je lui tire le chapeau parce qu'il est venu pour s'excuser. Et je lui dis, mais tu n'as pas à t'excuser. Il me dit, non, je m'excuse parce que on était dans un tunnel, il y avait une telle pression avec les banques. Et il m'a dit, tu avais raison et je viens de m'excuser. Je trouvais super sympa de lui dire. Voilà. Mais ça, c'est un échec professionnel, mais qui m'a fait grandir et qui m'a fait arriver sur HY après, finalement. Bah, écoute Vincent, merci beaucoup. Moi, je dois dire que tu es authentique, tu es toi-même, tu es voilà, brut avec ce que tu apportes, tu es tout fin sur tout ce qui est plein d'autres choses. Et moi, c'est ces paradoxes-là qui me passionnent et me fascinent. Merci beaucoup. Je vous encourage à suivre ton projet. Est-ce qu'il y a une manière de le suivre ou un site internet ou Oui, alors il y a une manière d'être en contact, c'est origine, origyn.ch, origine avec un Y. Ouais. Et là, vous avez passablement vous avez les moyens de suivre ce qui se passe sur Origine et on va véritablement maintenir une connexion, tout simplement parce que d'un point de vue modèle économique, il y a à un moment donné, on va lever des tokens, c'est-à-dire que les gens pourront investir en prenant des tokens. Donc, on a mis en place un vrai système de follow-up où les gens qui donnent leur adresse email, on va rester en contact et selon le sujet qu'ils cochent, on reste en contact. Et donc, je peux être en contact avec les gens qui prendraient contact avec moi. Donc, c'est origine.ch, on est d'accord. Hein. Correct. Je le mets en barre de… Hop, voilà. Avec un Y. Hein. Ah, oui, je crois que je l'ai bien mis. Et puis, je me réjouis de te suivre, moi aussi. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de jour. Enfin, de journée.